Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission L'éditorial sur HTV. L'éditorial, c'est votre émission de débat de presse sur cette chaîne de télé. Chaque semaine, comme vous le savez, nous réunissons sur ce plateau les responsables éditoriaux des grands médias camerounais pour refaire avec eux l'actualité de la semaine, l'idée étant de vous aider à cerner de mieux en mieux et à comprendre les registres, les ressorts, les enjeux et les perspectives des faits majeurs de cette actualité. L'éditorial, c'est tous les dimanches sur cette même antenne entre 11h30 et 13h. Tout de suite, le menu de cette édition, nous sommes à 9 jours du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Pourtant, la situation sécuritaire et humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est loin d'être stabilisée. Conséquence, la campagne électorale en vue de ce scrutin y est timide, sobre et très peu animée. Sur le terrain, la préparation matérielle du scrutin souffre elle aussi des violences armées qui s'y déroulent. Y aura-t-il vraiment élection dans le nord-ouest et le sud-ouest? Jusqu'à quel niveau la crise actuelle impactera-t-elle le scrutin? Question à nos invités dans quelques instants. Toujours au sujet de cette élection présidentielle, le MRC de Maurice Kamto a récemment saisi Elecam, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, d'une requête au fin de faire procéder à l'enlèvement des affiches du candidat Paul Biya, affiches posées selon ce parti en violation des dispositions légales dont le sens est de garantir un affichage équitable pour chacun des 9 candidats en liste pour ce scrutin. Cette affaire remet au goût du jour la question de l'accès équitable des candidats à cette présidentielle aux ressources publiques. Comment garantir dans les faits et dans la loi que les candidats aux élections aient accès de manière équitable, sinon égale, aux ressources publiques et aux ressources de l'État? Question en débat ce soir. Nous parlerons aussi, et enfin, de la lutte contre les changements climatiques. La deuxième édition du sommet pour le climat s'est tenue le 26 septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à l'initiative de la France. Nous ne sommes pas là seulement pour parler, mais pour rendre des comptes, a lancé le président français Emmanuel Macron, qui entendait saisir ce prétexte pour faire le point des engagements pris dans le cadre de la COP21 tenue à Paris en 2015. Ce soir, nous aussi, nous nous obligeons à cet exercice d'inventaire et de bilan, mais surtout, nous examinerons les voies et moyens pour amener les États à respecter leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Pour en parler, nous recevons 4 invités ce soir. Le 4e va nous rejoindre au cours de cette émission, mais 3 d'entre eux sont déjà avec nous. Je commence par M. Bobion Kono. Christophe, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation dans votre chaîne. C'est la première fois que je viens ici. Je trouve le cadre assez bien. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que c'est pas si facile de lancer un média au Cameroun, a fortiori une télé. Donc voilà, ce projet est le bienvenu. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Kalara, qui est spécialisé dans l'actualité judiciaire et juridique. C'est votre première fois donc de venir sur ce plateau. Merci de nous honorer de votre présence. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois, bien qu'il faille braver la route pour arriver ici. On espère qu'avec les travaux de la CAN, il y aura moins d'embouteillage voilà, sur le trajet, entre la ville et ici. D'accord. À votre droite, hein, en face de vous, Éric Boniface Tuake, bonsoir. Bonsoir, je salue tous les téléspectateurs. C'est aussi pour moi une grande première de venir ici et de découvrir cette nouvelle chaîne de l'intérieur, puisque j'en avais déjà entendu parler de l'extérieur. Et je vous félicite aussi parce que rien n'est facile, notamment lorsqu'on est au début. J'observe qu'il y a des aménagements techniques et même en termes de décor qui font croire que le projet est bien pensé. Du moins, on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est votre première sur ce plateau, vous le disiez. Ce n'est pas la dernière fois, on l'espère. Vous êtes journaliste, chef de chaîne de Radio Tiemeni Siantou. Merci donc de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Aussi souvent que possible, je viendrai. À votre droite, Anthony Daka, bonsoir. Bonsoir Serge. C'est votre première aussi? Également, c'est ma première et puis c'est également une découverte. J'ai entendu parler de cette nouvelle chaîne. J'ai eu l'occasion de visionner quelques programmes
Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de me retrouver sur son plateau. Tout ce que je peux souhaiter à la suite de mes confrères, c'est bon vent à ce projet. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, secrétaire général du groupe Diapason. Bien entendu. Avec vous, messieurs, nous allons refaire l'actualité. Mesdames, messieurs, merci de nous conserver votre fidélité. Nous sommes ensemble pour 90 minutes. Nous marquons une courte pause en régie, puis nous revenons sur ce plateau pour la première thématique. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau de votre émission, l'éditorial. Vous êtes sur HTV et nous prenons la première thématique de cette émission consacrée à la crise anglophone et ses impacts sur le déroulement de l'élection présidentielle de 2018. Je voudrais planter le décor en rappelant quelques éléments, quelques données en rapport avec le bilan, les conséquences de cette crise. Le mercredi 20 juin 2018, lorsqu'il présentait le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui se monte à 12,7 milliards de francs CFA et qui sera financé par le budget de l'État, l'appel à la solidarité nationale et la contribution des partenaires internationaux du Cameroun, eh bien, le Premier ministre avait rendu public ces chiffres. 81 militaires et policiers tués, dont 74 militaires et 7 policiers depuis le début de la crise, fin 2017. Plus de 120 camps d'incendie d'écoles. Des dizaines d'enfants combattants déscolarisés, recrutés et enrôlés par les séparatistes, 160 000 déplacés, mais ce chiffre, lui, il a été donné par l'ONU, dont 160 000 déplacés, c'était avant la grande vague de déplacement de cette dernière semaine, 34 000 réfugiés au Nigeria, selon l'agence nigériane de gestion des urgences, des dizaines d'édifices publics incendiés. Le 18 septembre 2018, Amnesty International annonçait qu'au moins 160 soldats et 400 civils ont été tués dans le cadre de cette crise depuis 2 ans. Donc, des déplacés, 15 sous-préfets, adjoints d'arrondissement ont dû abandonner leurs fonctions. Le gouvernement a d'ailleurs instruit leur réinstallation il y a quelques temps. L'un d'entre eux a été tué par les séparatistes. Je commence par vous, Christophe Boubion-Kono. Au regard de ces chiffres, est-ce que le scrutin va se tenir, le scrutin du 7 octobre va se tenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Il se tiendra puisque c'est la volonté du chef de l'État qui reste le patron de l'exécutif, donc qui a décidé de convoquer le corps électoral pour le 7 octobre, en connaissant très bien la situation sur le terrain et sans doute qu'il a plus de données que ce que vous venez d'indiquer. Donc maintenant, peut-être la question c'est est-ce qu'il va se tenir dans de bonnes conditions et à ce niveau-là, on pourrait en douter, parce que jusqu'à présent, on a des vagues de personnes qui quittent j'allais dire la zone, ce qu'on pourrait appeler la zone anglophone de notre pays, donc les deux provinces, les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Moi, par exemple, j'habite le quartier Obili où je vois des gens arriver, des voisins qui hier étaient 4 ou 5, mais qui se retrouvent aujourd'hui 12, voire 20 dans de petits appartements qui accueillent des frères, des parents qui viennent de cette zone-là. Et il faut dire que les populations sont prises entre deux feux. Elles redoutent, comment je peux dire ça, les hommes armés, les séparatistes armés, ces gens qui ont pris les armes pour revendiquer donc la sécession du pays, mais aussi elles redoutent les militaires parce que voilà, il y a eu des cas où effectivement les militaires ont pris certaines populations pour des cibles. Donc il n'y a pas de sécurité et ça fait partie. D'ailleurs, si vous avez des responsables du maintien de l'ordre qui arrivent à quitter le territoire, si vous en avez qui viennent simplement dans leur territoire de commandement pour travailler et vivre ailleurs, vous comprenez très bien que la vie n'est pas aisée dans ces zones-là. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de mystère, on n'a pas entretenu un mystère. Il y aura une élection parce qu'on aura dit qu'il y a élection, mais on ne pourra pas dire que les citoyens de cette zone-là se sont exprimés le 7 octobre prochain.
On ne pourra pas dire que les citoyens de cette zone se sont vraiment exprimés le 7 octobre. Éric Boniface, tu as que il y a quand même dans la grande partie des zones qui sont relativement épargnées par les violences. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que vous pensez que Elecam puisse faire autour de ce que la loi lui autorise? On votera dans ces zones, mais il y a quand même des zones comme Batibo où on ne pourra pas voter, puisque d'ailleurs le matériel électoral est difficilement acheminable dans ces zones. Je crois que au-delà de ce que Christophe a dit, une analyse ou des analyses auxquelles j'adhère entièrement, il faut relever que le vote va s'y dérouler de manière beaucoup plus symbolique que de manière réelle. Parce que vous parlez maintenant, est-ce qu'on votera à Batibo? Sans doute, puisque Elecam a décidé de faire ce que l'on appelle des centres de vote, c'est-à-dire regrouper plusieurs bureaux de vote au même endroit. Mais est-ce que ces bureaux trouveront électeurs? Parce que, comme Christophe Biocon vient d'expliquer, les populations civiles qui sont des électeurs sont pris entre deux feux. Les sécessionnistes qui leur disent, si vous votez, ça veut dire vous adhérez à la République, comme ils appellent actuellement l'État du Cameroun, et vous êtes notre ennemi. Ce qui veut dire que si le centre de vote lui-même réussit à être sécurisé entièrement, maintenant il va se poser le problème de la sécurisation ou la sécurité des électeurs. Quitter leur domicile pour arriver au centre de vote et partir du centre de vote pour retourner sains et saufs dans leur lieu d'habitation habituel. Et parfois, ces centres vont se situer à des dizaines de kilomètres de lieux d'habitation de ceux qui sont appelés à y aller pour accomplir leur devoir de citoyen. Et vous verrez que rien que la distance va décourager beaucoup. Je ne parle pas des déplacés, parce que jusqu'ici, Elecam n'a pas encore véritablement donné la solution idoine. Et pourtant, cette élection aurait pu, normalement, quand il y a un problème, la crise dure depuis 2 ans maintenant, l'élection aurait dû normalement être la bienvenue pour arbitrer en termes de projets, de propositions au niveau des candidats par rapport à la volonté réelle des populations. Malheureusement, elles ne vont véritablement pas s'exprimer. Parce que si ça avait été le cas, on aurait peut-être, même d'un point de vue de ceux qui gèrent le Cameroun, essayé de faire des comptes, d'analyser les votes venant de ces régions-là relativement aux propositions des différents candidats pour solutionner cette crise, pour mieux tirer les leçons, même si ce n'est pas parce que l'élection aussi concerne les francophones, pour tirer les leçons en termes de mise en œuvre des solutions idoines pour pouvoir solutionner cette crise. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura vote de manière symbolique et Elecam a pris des dispositions avec l'accord de l'administration pour pouvoir constituer des centres de vote. Je signale, parce que cela fait polémique, que ce terme ne s'aide pas dans le code électoral et qu'ils ont dit que c'est un terme d'usage interne dans leur façon de s'exprimer et que ce sera les anciens bureaux qui seront simplement déplacés. L'idéal, c'est que chacun vote le plus près de sa maison. C'est ça l'idéal. Vous savez qu'il y a des restrictions en termes de déplacement lors des jours d'élection au Cameroun. Et donc, lorsque vous êtes, votre bureau de vote est situé très loin de votre domicile, c'est un élément... Dans un contexte également de sécurité... Voilà, très précaire. Donc, cela va décourager beaucoup de citoyens de ce côté-là. Par contre, ceux qui pourront véritablement voter parce que le code électoral leur permet, c'est notamment des soldats, puisque vous pouvez jusqu'à une semaine ou à peu près, une semaine, lorsque vous avez été démobilisé, c'est-à-dire affecté d'un endroit à l'autre, vous pouvez demander à Elecam de vous réinscrire et de vous permettre de voter où vous trouvez des agents privés qui se sont déplacés. Mais je pense davantage, ce sont des agents de forces de défense et de sécurité qui pourront majoritairement, il me semble, voter dans ces régions-là. Anthony, avant même le scrutin, la campagne électorale y est très très timide. Beaucoup de candidats n'ont pas pu s'y rendre à cause de cette insécurité. C'est le premier signe que cette élection ne va pas se dérouler normalement pour eux. On a privé nos compatriotes qui y sont de pouvoir avoir accès à ces candidats, de pouvoir connaître leur projet de société. Oui, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, déjà pendant cette période préélectorale, juste avant le vote, on constate déjà qu'en termes de campagne électorale, je crois qu'il y a juste, en dehors du RDPC, peut-être qu'il y a le candidat Kéry Mouna
qui était du côté de Boya. Qui est le premier. Voilà, en dehors je peux dire du candidat Akere, puisqu'on attend encore le candidat du RDPC, président Paul Biya. Les autres candidats, pour le moment, personne ne s'est déplacé pour ces zones en tant que telles. Peut-être avant le début de la campagne, nous avons eu, je crois, qu'un déplacement de Kabal Libi du côté de Bamenda. Mais en dehors de ça, c'est pratiquement le désert. Et puis nous avons eu des informations concernant des brutalités et je crois l'enlèvement de certains militants, je crois du RDPC dans la région du sud-ouest, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment difficile déjà pendant cette période de campagne électorale. Et je suppose que pour le jour du vote également, ça va être encore plus difficile parce que les séparatistes et tous ceux qui sont prêts à empêcher le déroulement de ce vote, sûrement que ce jour-là, ils vont monter en puissance. C'est vrai également que l'État, avec tout son pouvoir et sa force régalienne, sûrement va également mettre des moyens. Mais comme il disait tout à l'heure, on va créer des centres de vote. Mais entre le centre de vote et les domiciles, qui sera là pour sécuriser? Et comme on a dit, quand vous allez voter, on saura effectivement que vous êtes déplacé. Et là, c'est un risque que beaucoup ne veulent pas prendre. Et il y a également, comme il a dit tout à l'heure, bon, les Camerounais auraient dû peut-être se préparer, voir comment résoudre ou trouver une solution par rapport à cela. Dans le règlement, normalement, je crois que dans la loi, c'est prévu, par exemple, pour les fonctionnaires ou ceux qui ont été déplacés pendant la campagne. De l'organisation des élections, même affectés. Ouais. Là, en ce moment, on exige qu'il faut présenter votre note d'affectation. Mais là, je crois qu'également, ils auraient pu penser pour ceux qui sont déplacés. On a des centaines de milliers qui sont venus soit de ce côté. Qui sont restés dans la région de l'Ouest. Voilà, dans la région de l'Ouest ou même dans la région du centre où nous sommes. On aurait pu, par exemple, voir comment est-ce qu'on pouvait gérer cela. Ça, c'était faisable. Mais là, maintenant, où le temps imparti, nous sommes à peine à 7 jours de l'élection, ça ne sera pas du tout évident pour les camps de pouvoir gérer, se déplacer. Mais si, avec les fonctionnaires ou les autres personnes à qui la loi autorise de voter, c'est possible. Pourquoi pas également avec les autres? Je crois que ça pourrait être fait. Christophe Bobionkono, au-delà des mesures de sécurisation et même de militarisation de cette partie du pays, le jour du vote, comment on fait pour s'assurer qu'il y ait vote populaire? Comment on fait pour que les personnes qui ont été régulièrement inscrites sur les listes électorales dans cette partie votent? Celles qui sont dans les régions voisinantes, par exemple l'Ouest, comment on fait pour qu'on s'assure qu'il y ait un vote populaire? Bon, ça devait être la préoccupation des pouvoirs publics. Ça devait, vous savez, dans des pays qui ont embrassé la démocratie avant nous, comment je vais dire ça, la popularisation de la démocratie est, j'allais dire, du devoir de l'État, du devoir du gouvernement qui actionne. C'est pas comme ici chez nous, on dit les inscriptions sur les listes électorales, les partis politiques doivent se mobiliser. Non, on dit c'est un devoir citoyen pour toute personne qui a atteint l'âge de voter, d'être inscrit, d'aller voter. Donc, on n'a pas besoin de faire une mobilisation particulière. L'État doit prendre des mesures pour que cette inscription-là se fasse d'ailleurs de façon, j'allais dire, automatique. De façon automatique pour refléter réellement l'assiette des électeurs de la circonscription électorale, en l'occurrence du Cameroun. Aujourd'hui, dans ces zones-là, la préoccupation de l'État est d'abord, c'est une question, j'allais dire, d'entretien de l'image, d'entretien d'une image. Il faudrait que, je crois que pour ceux qui gouvernent, le plus important, c'est de montrer que le pays est tenu dans son entièreté, en dépit des crises qu'il y a, pas seulement dans le nord-ouest et le sud-est, mais aussi dans certains départements de l'extrême nord de notre pays. Et c'est ça leur défi. Et d'ailleurs, il n'y a pas moyen de faire autrement, puisque les mouvements sont extrêmement difficiles, puisque on est dans des zones où le danger est permanent. Donc, c'est une équation, on pourrait dire, une équation insoluble. De mon point de vue, c'est une équation insoluble. Normalement, c'est les partis politiques qui doivent draguer les électeurs. Or, les informations qui viennent d'être données montrent très bien que
personne ne veut risquer sa vie en allant organiser des manifestations, de propagande électorale dans la région anglophone. Et si les gens n'y vont pas alors qu'ils ont envie de conquérir le pouvoir, c'est bien. La preuve que, j'allais dire, l'activité politique est très 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 risquée dans ces zones-là. En tout cas, l'activité politique en relation avec l'élection du 7 octobre est très très risquée dans ces zones-là. Pour moi, je ne vois pas, de solution. Une élection normale se passe en période de paix, pas en période de guerre. Or, là, dans ces zones-là, l'armée du Cameroun est en guerre contre des groupes armés sécessionnistes. Alors, Éric Boniface, vous releviez tout à l'heure l'importance du jeu politique, notamment dans la résolution de cette crise. Parce qu'on aurait pu effectivement penser que la crise, l'élection permettrait d'évoluer dans la résolution de la crise, sauf qu'on n'est même pas sûr que l'élection se tiendra de manière normale dans ces régions. Qu'aurait-il fallu faire, Éric Boniface, parce que il y a une conférence, la All Anglophone Conference, qui aurait dû se tenir les 21, si je ne m'abuse, les 20 et 21 octobre, qui a été reportée au 21 et 22 novembre. On espérait que cette crise se tiendrait avant l'élection. Cette conférence, autant pour moi, se tiendrait avant l'élection, qu'elle permettrait, parce que la conférence avait un double objectif, arrêter de manière consensuelle dans la partie anglophone les revendications apportées au gouvernement dans l'éventualité d'un dialogue avec le gouvernement, dialogue sur lequel, y compris le président de la République, s'était déjà dit favorable, et désigner des représentants légitimes qui iraient donc discuter avec le gouvernement dans le cadre de ce dialogue-là. Mais c'était avant l'élection, sauf que cette conférence a été reportée, elle ne peut plus se tenir. Comment on fait d'un point de vue politique pour commencer à sortir de la crise? Je pense que la conférence devait se tenir, je crois, en août, Stéphane, août de mi-septembre, plus tard. En tout cas, c'était avant la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre. Ce qu'il faut dire d'abord, il faut relever... Alors, les 21, les 29 et 30 août, c'est vous qui avez raison. Alors, ce qu'il faut souligner déjà, c'est que les candidats, vous verrez que tous ceux qui ont vraiment la prétention de diriger le Cameroun vont s'y rendre, ne serait-ce que de manière symbolique. C'est juste parce que j'ai consulté beaucoup de programmes de candidats, il est prévu pour certains des descentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour faire campagne. Maintenant, c'est la forme de la campagne. Ce ne sera certainement pas des rassemblements populaires, ça sera un peu comme le RDPC, c'est-à-dire regroupé dans des salles, quelques militants. Il a battu campagne pour le RDPC dans des salles seulement. Voilà, regroupé dans des salles avec majoritairement des forces de défense et sécurité qui protègent le lieu. Et des mauvaises langues, ça reste à vérifier, disent même que dans la salle, c'est plus des agents de services de sécurité et de défense en civil que certes, ils sont pour faire davantage pour faire leur travail plutôt que pour écouter un discours de propagande politique. Donc, symboliquement, beaucoup d'autres candidats s'y rendront tout au moins avant la fin de la campagne électorale, le jour de l'élection. Mais pour revenir à votre question, quand je dis que normalement, ça aurait pu être l'arbitrage, l'élection aurait dû permettre d'arbitrer le contentieux. Parce que la crise anglophone porte fondamentalement sur la question de la forme de l'État. Donc, j'ai entendu certains défenseurs de l'actuel chef de l'État, Paul Biya, dire que c'est une sorte de référendum sur ce sujet. Moi, je pense que non. Si ça avait été un référendum, on n'aurait pas dû poser la question à l'ensemble des Camerounais, parce que il fallait demander uniquement aux anglophones quelle est la meilleure formule. Parce que vous avez, dans la communauté anglophone, ceux qui sont pour l'État unitaire décentralisé qui appartiennent au parti au pouvoir, ceux qui sont pour le fédéralisme, qui est un courant assez important, et vous avez les sécessionnistes. Donc ça aurait été, si c'était à eux de décider, c'est pour ça que je dis que d'un point de vue politique, ça aurait été intéressant qu'on puisse vraiment faire une sorte de décompte à part. Il permet d'abord que l'élection se déroule de manière régulière, sans la moindre fausse note, et sans qu'il y ait des problèmes de fraude, pour pouvoir... ça aurait même pu donner déjà des indications en termes de qui sont les légitimes, des interlocuteurs légitimes pour discuter. Parce que dans les programmes des candidats des 9, vous avez ceux qui sont pour l'État fédéral. Vous avez ceux qui sont pour
Il y a ceux qui sont pour l'État fédéral à 2 États, ceux qui sont pour l'État fédéral à 10 États. Vous avez ceux qui sont pour l'État régionalisé, vous avez ceux qui sont pour l'État unitaire décentralisé, c'est-à-dire la forme actuelle. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est que si on avait pu permettre beaucoup d'anglophones de voter, on aurait pu faire un décompte à part pour pouvoir mieux comprendre qui, dans le courant anglophone, a la majorité et apporte le mieux les aspirations de l'ensemble de la population. Et dans ce cas, essayer d'un point de vue national, au niveau de la gestion politique nationale, d'aller vers ce sens-là. Certes, il va falloir consulter peut-être les francophones, mais si ce sont eux qui se plaignent, je crois qu'il faut, du moins avec ce que ça donne aujourd'hui, qu'il faut essayer d'entendre, et tout le monde sait qu'il ne peut pas avoir de solution sans une évolution sur la forme de l'État du Cameroun, telle que les choses se présentent, en tout cas jusqu'à ce jour. Anthony Daka, il y a eu dans l'opinion publique des voix qui se sont levées pour proposer le report de cette élection présidentielle, de ce scrutin présidentiel, en attendant d'arriver à une solution politique à la crise anglophone, n'importe laquelle, mais il s'agissait quand même de savoir précisément ce que l'on fait pour sortir de cette crise. Bon, le gouvernement a battu ces propositions en brèche tout de suite. Vous pensez aujourd'hui que c'était judicieux de maintenir l'élection? Non, vous savez que c'est un couteau à double tranchant. Parce que pour ceux qui, de ma part, pour ceux qui proposaient par exemple le report de l'élection, le temps de résoudre la crise est due depuis au moins 2 ans maintenant. Fin 2017. Voilà. Fin 2016. Fin 2016, autant pour moi. Ce qui signifie que... Depuis 2014. Bon, la crise armée. En 2017, fin 2017, la crise armée... 2016, la crise éclate au grand jour. Ouais. Mais le volet armé démarre en fin 2017. Donc, comme je disais tout à l'heure, après toutes ces précisions, c'est que ça aurait été un couteau à double tranchant. Si le président avait par exemple décidé le report des élections, sûrement que d'autres seraient sortis pour aborder l'aspect de sa légitimité, pour assurer cette transition avant les élections. Je me dis, sûrement le pouvoir en place s'est dit, bon, du fait que la crise dure déjà depuis un certain temps, il est préférable d'aller aux élections avec les résultats que cela va donner, et en se disant peut-être que c'est eux qui vont gagner, alors le candidat qui va remporter les élections au soir du 7 octobre, à partir de ce moment-là, maintenant, avec toute la légitimité des élections ou des résultats qui seront sortis des urnes, ce candidat ou le président aura tout le pouvoir et cette légitimité maintenant pour pouvoir maintenant engager des solutions et des actions qui peuvent conduire à trouver des solutions à cette crise. Et je crois que c'est peut-être dans ce sens que le gouvernement en place a choisi de persister sur cette voie. On va aux élections. Ensuite, maintenant, on va pouvoir discuter. Comme on disait tout à l'heure, la All Anglophone Conference qui est prévue en novembre, sûrement que ça risque d'être également une plateforme sur laquelle le pouvoir ou le candidat qui aura remporté le scrutin pourra s'adosser pour pouvoir effectivement trouver des interlocuteurs et trouver des solutions à cette crise. Parce que quand on essaie de regarder, on a des interlocuteurs connus. Maintenant, il reste ces interlocuteurs inconnus dans le cadre, par exemple, de ces groupes sécessionnistes où on ne sait plus exactement qui est chef de file. Quand vous êtes du côté du nord-ouest, vous avez des gens que vous ne connaissez pas ou des gens qui ne s'affichent pas. Je pense que Anthony tombe un peu dans le discours de propagande du régime en ce qui concerne les interlocuteurs. Je pense qu'on connaît les interlocuteurs. Non, c'est pas toujours. Je suis certain. On sait à partir de quel moment la crise a pris un certain nombre d'envergures. Au fil de l'évolution de la crise, on sait avec qui il fallait discuter. Au début, on sait bien qu'il fallait discuter avec Abourbala et autres. C'est parce que... aujourd'hui, il faut rappeler également qu'aujourd'hui, ces interlocuteurs-là semblent avoir perdu. Je vais montrer qu'au fur et à mesure, il y a eu des interlocuteurs. On sait au début qu'il fallait discuter avec Abourbala et les Fontaine Niba. On les a neutralisés. D'autres ont pris de l'avance. Il y a aujourd'hui ceux qui se réclament de l'Ambazonie et qui sont structurés. Je pense que ceux-là ont plus ou moins une main mise sur la plupart des groupes armés.
On sait qui est leur leader et même après l'arrestation de Ayou Tabé, je crois, il y a un gouvernement intérimaire. Ils ont des porte-parole, ils ont une télévision qui s'appelle Southern Cameroon Broadcasting Corporation. Donc, et je pense qu'en négociant avec les branches les plus extrémistes, on est certain de retrouver au moins la paix parce que ça ne servira à rien de négocier un modéré qui n'a pas la même mise sur les groupes armés. Ils ne déposeront jamais les armes dans ce cas. Donc il faut même négocier avec les plus extrémistes pour arriver à une solution, pour être certain que cette solution puisse être implémentée. Je suis sûr que le gouvernement sait avec qui il faut discuter. Et c'est parce qu'on ne peut pas donner, le gouvernement va se mettre simplement sur le même pied d'égalité en disant moi je suis un État, je ne peux pas négocier avec X, Y. Mais parfois, dans le noir, certaines choses se discutent. Certaines choses se discutent. Christophe Boubion-Kono, Éric Boniface, tu as relevé tout à l'heure avec pertinence les deux enjeux qu'il y a dans cette élection. Il y a donc l'enjeu national, donner au Cameroun son président pour les 7 prochaines années. Mais il y a un enjeu local, notamment pour ces deux régions, avoir une tendance de ce que veulent les populations, fédéralisme, État unitaire, décentralisé, etc. Qu'est-ce qui se passe si on ne vote pas, si le niveau de vote est très faible, comme on le redoute dans ces régions? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera quoi la conséquence politique d'abord pour ce scrutin présidentiel? Avant de répondre, je pense que on se trompe si on pense que la seule solution à la crise anglophone, ce serait un dialogue. Est-ce qu'on a épuisé tout ce qu'on devrait faire avant de parvenir au dialogue? Il y a des personnes, et je crois très averties, qui pensent que le président Biya n'a pas encore fait suffisamment par rapport à ce qui était attendu de lui. Ces lieutenants ont pris la parole, ont fait ci ou ça, mais on n'a pas vu le chef de l'État qui incarne l'unité nationale se déployer lui-même. Se déployer lui-même. Même les discours n'ont pas été des discours vraiment centrés sur la crise anglophone. Aucune descente sur le terrain, pas de consultation. Pas de consultation. Même il y a des anglophones dans le gouvernement, dans son parti politique. On aurait pu penser qu'il y ait une concertation à l'intérieur même du RDPC entre le chef de l'exécutif et les anglophones. Certains de ces lieutenants disent pourtant qu'ils consultent de manière discrète. Mais voilà, on dit discrète. Pourquoi discrète? Pourquoi seulement discrète? Est-ce que la discrétion ne cache pas une absence totale de concertation? Et est-ce qu'il y a aussi des discours discrets? Quels sont les messages qui ont été passés entre-temps? Voilà, parce qu'il y a eu un processus. J'ai entendu dire que la crise a démarré fin 2016 et tout ça. Elle est devenue heurtée fin 2016. Mais moi, à Kalara, j'ai titré en 2014 que les avocats anglophones réclamaient le fédéralisme. Ils ont fait des déclarations qui étaient connues. Ils sont venus à Yaoundé, ils avaient un mémorandum qu'ils voulaient déposer chez le Premier ministre, habillé en robe et tout ça. On a vu, il n'y a pas. Donc, on peut peut-être effacer l'histoire, mais l'histoire, les faits sont D'ailleurs, cette revendication ne date même pas de ces années, elle date... Et pour l'instant, le président Biya est président de la République. Et donc, je suis de ces citoyens-là qui pensent qu'il doit mouiller davantage le maillot et non laisser des lieutenants dont certains peuvent être considérés comme ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Je ne voudrais pas citer des noms. Donc je pense qu'il y a un problème. On peut discuter la stratégie qui a été mise en place par l'exécutif de notre pays pour gérer la crise anglophone. Il n'est pas tard parce que dans cette localité-là, il fait bien de dire qu'il y a des personnes des anglophones qui pensent, qui sont convaincus que le Cameroun devait être géré de manière centralisée, un État unitaire centralisé, enfin décentralisé, tel que c'est prévu. De manière tout à fait officielle, les chefs traditionnels ont donné leur position là-dessus. En accélérant, mais vous savez très bien que les chefs traditionnels, les pressions que peuvent suivre les chefs traditionnels, de part et d'autre. Mais il y a aussi des gens très nombreux qui pensent au fédéralisme, et il y a des gens aussi qui sont des sécessionnistes, et puis il y a des gens qui sont armés, parce que n'oublions pas que l'idée de revendiquer la sécession n'est pas en soi un crime. Ce n'est pas un crime. Il faudrait qu'on soit d'accord. C'est le fait de prendre des armes pour obtenir la sécession qui est un crime. Parce que, voilà, il y a ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination des peuples. Il faudrait
On s'entend très bien là-dessus. Donc, les consultations du président de la République, des messages, je ne sais pas quoi, il y a une panoplie d'initiatives qu'il peut prendre, peuvent permettre de rabaisser la tension pour rassurer les populations. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand on dit qu'il y aura un secours de militaires dans cette zone-là pour essayer de sécuriser les votes, les gens voient en certains militaires le danger. Les hommes armés qui tuent, qui arnaquent, qui prélèvent un impôt aussi, sont un danger pour eux. Certains militaires sont un danger pour eux, ainsi de suite. Donc, c'est cette situation-là qu'il faut gérer. Bon, je ne pense pas que l'élection soit, comment je peux dire ça, le cas dans lequel on peut régler cette affaire-là. Pas du tout. Je crois qu'il y a un souci pour peut-être le président Biya de préserver sa légitimité en obtenant une élection, s'il parvient à être déclaré, élu après le 7 octobre. C'est ça sa préoccupation en ce moment-là. Ce n'est pas une préoccupation, c'est-à-dire que l'élection n'est pas là pour résoudre le problème de la crise. En parlant, j'ai oublié la question que vous avez... Alors, la question, c'était si on arrive à un niveau de participation électorale tellement bas dans ces deux régions, quelle est la conséquence politique? Il n'y aura aucune conséquence parce que la circonscription électorale, elle est nationale. Nous sommes dans un scrutin assez particulier, c'est l'élection du président de la République. Il n'y aura aucune conséquence. D'ailleurs, d'avance, on sait que la participation sera basse. Et d'ailleurs, il serait surprenant qu'elle soit élevée. Il serait surprenant, on connaît le tableau. Il serait surprenant qu'elle soit élevée. Vous comprenez? Quand vous avez des zones où le matériel électoral ne peut pas aller, des zones où les citoyens, les électeurs sont éloignés des centres électoraux, la peur des sécessionnistes, la peur, instillée par les sécessionnistes, ainsi de suite. Ce sont, j'allais dire, des ingrédients qui ne peuvent pas permettre une mobilisation massive de l'électorat dans cette zone-là. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Mais cela n'aura aucune conséquence puisque celui qui sera déclaré élu viendra prêter serment devant le Parlement et ainsi de suite et tout, et où on aura toujours des représentants de cette zone-là et il prêtera bien le serment d'être le président de la République du Cameroun. Éric Boniface, que vous qui avez une formation de juriste par ailleurs, est-ce que des candidats de l'opposition, enfin, les candidats qui perdront cette élection pourront légitimement, juridiquement, tirer prétexte de ce que l'élection n'a pas été vraiment bien organisée, que le vote n'a pas été populaire dans ces deux régions pour contester les résultats de ce scrutin? Naturellement, je pense, quand vous dites de l'opposition, pas seulement, même pas seulement, dites parler des candidats qui auront perdu. Ils ont des éléments matériel pour pouvoir contester. Tout comme même au niveau du corps électoral, il y a beaucoup d'éléments déjà qui peuvent amener les uns et les autres à contester les résultats. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les uns et les autres fassent preuve de grande maturité politique, ne pas chercher à jeter de l'huile sur le feu au regard du contexte. Mais je voudrais rapidement revenir sur ce que Christophe Obioko nous a dit. Je ne suis pas entièrement d'accord avec lui pour le fait que l'élection ne peut pas être une solution. Si l'élection peut être une solution, comment? Je ne dis pas que l'élection en elle-même sera la solution ultime, mais elle va contribuer à solutionner. Si nous étions un peu dans un contexte démocratique normal, avec des élections normales acceptées par tous, vous pensez que c'est pas le cas? Il est très difficile. Je donne une hypothèse d'école. Il aurait été très difficile pour le candidat de pouvoir de réunir même un certain nombre de suffrages. Pourquoi? Parce que dans des démocraties, quand un problème arrive sur vous, même si ce n'est pas de votre faute, vous perdez les élections. Prenez les crises en Europe. Tous les chefs d'État qui étaient, tous les gouvernements en place qui étaient aux affaires au moment de la crise ont été balayés par des élections. Ça n'a pas forcément été de leur faute. C'est un peu ça la conséquence de la démocratie. Parce que lorsque on vous impute ce qui est positif, on vous impute également ce qui est négatif, même si ce n'est pas, vous n'y avez joué aucun rôle majeur. Donc voilà, quand je dis que ça peut être un début de solution, je prends une hypothèse d'école. Si Paul Biya est battu, ça peut être aussi parce que, et là ça commence à concerner les francophones, puisque au niveau de la région de l'Ouest, il y a un afflux
de déplacés. On ne va pas les appeler réfugiés parce que ce sont des Camerounais. Il y a un afflux de déplacés. Vous prenez la ville de Yaoundé, le mentionné, le quartier Obili, il y a un afflux de déplacés. À Douala, il y a un afflux de déplacés. Parfois, la guerre est exportée dans zone francophone. Vous avez les attaques dans le littoral, dans certains départements littoraux, notamment le Mungo. À l'ouest, vous avez notamment la Menois qui subit parfois des attaques. Parfois, il y a des jours, c'est arrivé jusque dans la région du Noun. Et d'ailleurs, il y a un fameux... les forces de sécurité à Yaoundé sont en tout cas mobilisées sur des menaces. Voilà, vous savez que... Non, je vous parle des faits qui se sont effectivement déroulés, même dans le Noun. Ça s'est passé. Donc, vous voyez donc que les francophones eux-mêmes commencent à être affectés de manière directe par la crise anglophone. Je ne parle pas des activités économiques qui sont paralysées, qui touchent à peu près tout le monde. Je ne parle pas des budgets de l'État qui sont sectionnés par endroits juste parce qu'il faut... C'est pas discutable, mais en quoi est-ce que en réalité, donc, ça peut donc faire... On peut donc identifier quelqu'un comme le problème. Et puis, on commence d'abord par le mettre à l'écart, grâce à la présidentielle. Et maintenant, les autres ont promis dialogue ou bien ils feront ci ou ça. Maintenant, ils explorent les solutions des autres. Donc, ça peut être un élément déclencheur pour la résolution de la crise. Donc, ça peut contribuer. Ça ne sera pas forcément à 100%, mais on peut tirer les leçons, même je parle de vous des anglophones. C'est parce qu'au Cameroun, le contexte ne peut même pas prêter, ne prête pas à ce qu'on parle de décompte même, comme ça se fait aux États-Unis. On dit les Noirs ont voté naturellement à majorité pour tel, les jeunes de moins de temps ont voté majoritairement pour tel, les femmes ont voté pour tel. Il y a des statistiques comme ça qu'on sort au lendemain des élections aux États-Unis. Au Cameroun, on ne peut pas vous dire que tel groupe ethnique a voté parce que ça créera beaucoup de problèmes. Mais si on avait pu identifier, même s'il faut garder ça secret, ça pourrait donner aux décideurs futurs des orientations, des indications en termes de décision finale. Anthony Daka, le vote n'y est pas populaire, le vote n'est pas populaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et vous estimez vous aussi qu'il n'y aura pas de conséquences politiques? Bon, disons en termes de conséquences politiques directes, je ne vois pas, mais tout est-il que pour celui qui va gagner, je crois qu'il devrait prendre en compte les conséquences ou alors les causes qui ont conduit à cette situation. Ça signifie la crise anglophone. Et pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui se plaignent. Et il faut trouver des solutions. Ce qui fait que celui qui va gagner, nécessairement, va devoir poser sur la table les problèmes que les autres, les problèmes que les populations ont posés. Il va falloir trouver des solutions. Et quand on parle de population anglophone, tout ça, je crois que c'est les populations camerounaises tout entières. Parce que on se retrouve avec des problèmes d'emploi, les problèmes d'accès à l'eau, à la santé, tout ça là. Et là maintenant, ça sera juste un problème également où il faut associer par exemple les problèmes de soit la forme de l'État ou le type d'organisation administrative, tout ça là. Je crois que c'est un peu ça. Donc, au-delà de l'élection, la légitimité de celui qui sera là devrait lui permettre de pouvoir poser maintenant autour de la table, tous ceux qui seront d'accord pour s'asseoir, pouvoir trouver des solutions et que ça soit de manière sincère. Parce que, comme il disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le président Paul Biya qui est le problème, parce que si c'est un autre candidat qui gagne, parce que quand vous prenez tous les candidats ne sont pas pour le fédéralisme, il y a certains qui sont pour un État peut-être unitaire, décentralisé. Peut-être avec un régionalisme renforcé. Voilà, ce qui fait que rien ne dit que c'est peut-être le président Paul Biya qui est le problème. Le problème là maintenant, c'est qu'il faut celui qui gagne, qu'il accepte de comprendre qu'il y a effectivement des problèmes, des revendications. Et il faut trouver des solutions. Et pour trouver ces solutions, il faut que tout le monde s'asseye et qu'il soit ouvert au dialogue. Quels que soient les interlocuteurs qui l'auront en face, mais qui auront accepté de venir pour pouvoir construire. Je crois que c'est un peu là la solution. Peut-être une petite précision, je n'ai pas dit que Paul Biya est le problème. Si certains électeurs le considèrent comme problème, ils pourraient voter contre lui, dans l'optique d'avoir quelqu'un d'autre pour venir solutionner le problème. Je n'ai pas dit qu'il était forcément le problème. On vous a très bien compris, Christophe Bouboum, que vous aviez un dernier mot sur... Non, disons que bon, on est à une semaine de cette élection-là. Bon, on parlait de la situation dans la zone, dans les régions du sud-est et du nord-ouest. Le problème est aussi presque pareil dans l'extrême nord de notre pays, avec plusieurs populations déplacées, avec des zones
où la sécurité n'est pas du tout garantie. Donc, ce sont les problèmes, ce sont les défis actuels de ceux qui... aussi dans la région de l'Est. Voilà. Et bien qu'il n'y ait pas de conflit ouvert pour l'instant à l'Est. On pense qu'il y a la proximité des champs conflictuels en RCA et tout pourrait contaminer cette zone-là. Mais à l'Est, on peut voter normalement. Donc, de toute manière, c'est une élection qui se passe dans un contexte de crise, de guerre. Autrefois, ce même gouvernement, le président Biya, a reporté des élections parce qu'il y avait ces conditions-là étaient considérées comme ne permettant pas l'organisation d'une élection. Très bien. Messieurs, merci. Nous pourrons continuer de parler de cette actualité puisque le scrutin, c'est dans 7 jours. Nous allons continuer d'observer la situation sur le terrain en espérant qu'on arrive quand même à sécuriser ces 2 régions et à permettre aux citoyens d'aller exprimer leur choix pour ce scrutin. Merci de nous avoir éclairé de vos avis sur ces questions. Nous prenons une autre courte pause à la régie, puis nous revenons sur ce plateau pour la deuxième thématique de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Retour sur le plateau de votre émission L'éditorial. Vous êtes toujours sur HTV. Nous sommes en compagnie de nos invités depuis le début de cette émission. Christophe Bobiokono, journaliste, directeur de publication du journal Kalara. À ma gauche, Anthony Daka, secrétaire général du groupe Diapason, et Eric Boniface Tuake, journaliste, chef de chaîne de Radio Tiéméni-Sianto. Eugène Messina nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eugène. Bonsoir Serge, Désiré. C'est votre première? Effectivement, c'est la première. Merci de nous honorer de votre présence. Vous êtes journaliste, chef de chaîne de Radio Environnement, si je ne m'abuse. C'est exact, ça n'a pas changé depuis ce matin en tout cas. Très bien. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec vous, nous allons longuement parler de suivi de la COP 21. Mais le sujet en plateau en ce moment, c'est toujours l'élection présidentielle. Le MRC, vous le savez, depuis le 25 septembre 2018, le MRC a donc saisi ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des opérations électorales et référendaires au Cameroun, d'une requête en vue de faire enlever les affiches du candidat Paul Biya, affiches qui, selon le MRC, ont été posées en violation des dispositions de la loi. Le MRC a énuméré 6 exigences à l'endroit de ELECAM. Christophe Bobiokono, vous avez observé, comme tout le monde, par exemple à Yaoundé, qu'on ne voit presque exclusivement les affiches du candidat Paul Biya. Oui, mais bon, disons que ce n'est pas une situation nouvelle, ça a toujours été comme ça. Sauf que les textes existent. Le code électoral a prévu que ce sont, je crois, les autorités... c'est pas si les autorités municipales. Ce sont les autorités municipales qui indiquent les emplacements. Voilà, les emplacements où s'opèrent les affaires. Et normalement, l'autorité municipale met ces espaces-là, je peux dire, égale quantité, si on peut s'exprimer, pour tous les partis politiques en compétition. Donc il y a manifestement violation de la loi. Nous sommes dans un contexte où on est presque toujours en conflit avec la règle. Le code électoral, c'est une loi, donc ça a été voté par le Parlement. Mais même les décrets du chef de l'État qui organise, par exemple, l'accès, on en viendra tout à l'heure, l'accès des formations politiques aux médias publics et tout ça, les textes signés du président de la République sont très très avant-gardistes par rapport à ce qui doit se passer en termes d'équité, en termes d'égalité. C'est très très précis, c'est très clair, mais les lieutenants, on peut dire les gouvernants, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi je salue cette démarche du MRC. Je crois qu'on devrait en avoir plusieurs autres dans tous les autres domaines. Pourquoi? Parce que ça permet à ceux qui se positionnent comme les arbitres des élections, chacun dans son secteur, de se prononcer, de savoir véritablement si on a un système qui assure
une égalité ou bien une équité des candidats ou des partis politiques dans les compétitions électorales. Donc c'est très important. Maintenant, il faudrait espérer que les organes qui ont été saisis puissent se prononcer rapidement, parce qu'on est en période électorale. La campagne dure 2 semaines, la campagne officielle dure 2 semaines, et qu'on voit la décision que Elecam donne. Normalement, Elecam aurait dû déjà se prononcer. Ce qui n'est pas le cas. Elecam aurait dû se prononcer en motivant sa décision. On peut aussi recourir au Conseil constitutionnel sur la base de la décision d'Elecam pour voir ce que le Conseil constitutionnel dira par rapport à cette question-là, pour que, j'allais dire, l'organisation des élections soit vraiment codifiée. Tout à l'heure, dans le précédent débat, on a parlé de la création des centres de vote. Des centres de vote, c'est quelque chose qui est un tout petit peu ex nihilo, oui. C'est vrai qu'on sait que dans les écoles, souvent, on a plusieurs bureaux de vote. Donc, en fait, c'est comme ça. Les centres électoraux ne sont pas nouveaux en tant que tels, bien qu'ils aient utilisé cette expression-là. Ça fait partie des problèmes qui doivent être posés. Est-ce que on devrait organiser une élection dans un contexte où une partie du territoire est déstabilisée comme ça, ainsi de suite? C'est des choses qui doivent être codifiées pour que, à l'avenir, on ait moins de contestations et qu'on s'attende que non seulement les organes qui sont chargés d'arbitrer et de gérer les élections, chacun dans son domaine, on s'attendait à ce qu'ils réalisent promptement, mais que les partis politiques et les candidats s'ajustent eux-mêmes pour qu'on ait une démocratie véritablement apaisée. Sinon, on a 2 poids, 2 mesures, et ce n'est pas très beau pour le spectacle démocratique. Eugène Messina, pardonnez-moi de vous accueillir avec cette question. Les éléments de fait sont établis, les éléments de droit soulevés par le MRC sont eux aussi incontestables, mais Elecam n'a pas réagi. Bon, merci pour la parole. Je voulais d'abord peut-être d'entrée de jeu saluer la vitalité de la démocratie camerounaise. Ce que nous sommes en train de vivre, du reste à ce stade de la compétition électorale, n'a jamais été vécu, sauf si je suis un peu oublié d'un certain nombre de faits majeurs ayant marqué la vie de la démocratie camerounaise. Donc il y a une très grande vitalité qui est là. Quand j'ai dit cela, je reviens donc maintenant sur le fait pour signaler que la requête du MRC semble dénoncer une situation d'abus de position dominante. En toile de fond, c'est un peu ce qui se lit dans la mesure où le RDPC est au pouvoir, le RDPC peut dicter sa loi aux magistrats municipaux, le RDPC est un tout petit peu, on va dire, a une main ascendante sur Elecam, etc., etc. C'est apparemment ce que nous vivons. Maintenant, j'ai 2 éléments que je peux peut-être convoquer à l'argumentation pour relativiser. Le premier élément, c'est de dire, parfois, lorsque vous observez un paysage, vous ne voyez qu'une seule affiche, puisque c'est le cas, alors que les autres affiches ne sont pas là. Ça vous donne donc l'impression que les affiches qui sont là sont des affiches dominantes. Donc, aujourd'hui, les affiches du candidat Biya sont un peu partout dans la ville, mais en même temps, il faudrait bien souligner que les autres candidats se font chercher. Sur le plan visuel, sur le plan de la présence visuelle, il y a cet élément qu'il faut relever. L'autre élément, c'est que effectivement la démarche donc du MRC est une démarche républicaine et ça contribuera à apprécier le niveau de neutralité des Elecam. Ça, c'est un des éléments dans ce contexte bien précis. Et il faut ajouter à cela, il y a une autre requête qui est en gestation. Je ne sais même pas si elle n'est pas déjà introduite, la question de l'utilisation du téléphone portable dans les bureaux de vote. Donc ça, c'est des éléments qui vont mettre Elecam dos au mur. Et Elecam est obligé de se prononcer aujourd'hui. Ce n'est plus comme en 2011, ce n'est plus comme en 2004. La veille citoyenne est là, ça se vit avec, avec une pression qui est présente et face à laquelle Elecam doit répondre. Alors, juste une précision sur la question du téléphone portable. La direction générale de Elecam a fini par rendre public un communiqué pour dire que
la fiche qui avait été posée par la direction, par son démembrement régional qui interdisait ces téléphones portables dans les bureaux de vote était illégale, puisqu'aucune disposition légale du code électoral n'interdisait effectivement. Donc c'est une espèce... Heureusement que cette affaire est réglée. Éric Boniface, tu vois que Eugène Messina le disait tout à l'heure, les candidats de l'opposition, on les cherche un tout petit peu. C'est l'une des rhétoriques du RDPC qui dit bon ben, si nos adversaires ne veulent pas utiliser ces espaces publicitaires, eh bien nous on les utilise pour faire la promotion. Est-ce que c'est... Très belle question, parce que ça me permet de clarifier deux choses de manière pratique. Par rapport à ce que Eugène et Christophe ont dit, c'est juste apporter démonstration pour mieux étayer leurs idées. Quand Christophe parle de quantité, ça veut dire quoi? Je donne un cas simple. Pour ceux qui connaissent la poste centrale de Yaoundé ou le rond-point Lonka, quand vous y allez, il y a plusieurs panneaux publicitaires. En réalité, la mairie doit faire quoi? Si elle prévoit qu'il y ait une affiche là-bas, il y a 9 candidats, elle doit prévoir 9 panneaux à cet espace-là. Il y a de nouveaux panneaux qui ont été installés. Voilà, normalement. Non, expliquez que j'explique pour que les gens comprennent. Voilà, il faut qu'on explique pour que les gens sachent comment ça doit se faire et l'esprit du code électoral. C'est-à-dire que s'il y a un emplacement là-bas, si la mairie décide que ici on peut faire des affiches de campagne à 9 candidats, on doit prévoir 9 espaces. Maintenant, que quelqu'un n'utilise pas son espace, ce n'est pas ton problème, ça doit être prévu. Ça ne devrait pas entraîner qu'un candidat puisse utiliser l'espace de l'autre. C'est un peu comme au niveau de l'émission dédiée aux candidats de propagande dans l'audiovisuel public. Vous voyez bien qu'il y a des candidats qui ne se font pas représenter. Ce n'est pas pour autant qu'on ajoute une seconde supplémentaire au candidat qui est là. Donc c'est ça le principe. C'est-à-dire vous mettez à chacun verra que tel n'a donc pas d'affiche, n'a pas de portrait. Ça c'est le premier problème. Donc les mairies n'ont pas joué franc jeu à ce niveau-là. Il faut quand même... Les mairies ou les CAM? Non, c'est d'abord les mairies qui doivent mettre à la demande des CAM parce qu'il faut savoir que... C'est les CAM. Et les CAM qui doivent demander aux mairies d'indiquer où est-ce qu'on peut faire des affiches. Donc la mairie et les CAM jouent un rôle fondamental. Donc il faut donc prévoir, on verra que tel n'a pas pu mettre son enseigne lumineuse alors que celui-là peut le faire. Là, tout le monde, le citoyen le verra et tirera sa leçon. Permettez, parce que je demandais tout à l'heure si c'est les CAM ou la mairie, parce que la loi électorale, le code électoral stipule que c'est les CAM qui fait enlever les affiches qui ont été... Je ne parlais pas d'enlever, je parlais d'abord de prévoir les espaces. Maintenant, pour l'enlèvement, normalement, s'il y a violation, on doit faire ce que le code prévoit. Et les CAM doivent requérir les autorités compétentes pour enlever ces affiches. Ça ne se fait pas n'importe où parce qu'on voit les affiches sauvagement apposées. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il y a même les tailles des affiches. Qui doivent faire l'objet d'une décision. Voilà, il y a une direction générale de l'élection qui fixe les formats qu'on peut utiliser. Nul n'a le droit d'aller au-delà de ce qui a été autorisé. De la même manière, s'il y a une violation, les CAM ne devraient même pas attendre qu'il y ait une requête d'un candidat pour pouvoir agir. Et les CAM peut agir escalité, c'est-à-dire de manière directe et faire respecter la loi. Maintenant, le jeune a dit c'est très bien. Et c'est là où on attend les CAM par rapport à la crédibilité. Je crois que depuis les CAM, j'ai senti une sorte de frilosité chez les responsables à travers les réunions auxquelles j'ai pu assister ou avoir le compte rendu. Ils ont un peu l'envie de mieux faire que les fois passées, justement parce que le contexte actuel vraiment demande que les résultats des élections soient les moins contestables possibles. C'est pour ça qu'on doit tout faire et je souhaite qu'on ne coupe pas Internet parce que ça va alimenter les suspicions. Si on coupe Internet et que d'autres pourraient rejeter des résultats qui ne leur seraient pas favorables. Donc, il faut éviter d'alimenter et d'entretenir des éléments de contentieux pour que les uns et les autres ne puissent pas accepter leur défaite. Parce que ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que le 7 octobre au soir, vers 19h, tout le monde a à peu près tendance, même si celle qui a gagné entre eux. Parce qu'à partir des données sorties des bureaux et consorts, on sait. Donc, à 19h à peu près, le 7 au soir, il y aura 8 perdants. C'est la règle. On ne peut pas avoir plus d'un gagnant. Il y aura 8 perdants. Il faut donc tout faire que les 8 qui vont perdre puissent reconnaître leur défaite.
Anthony Daka, avant d'en arriver au contentieux, puisque nous sommes là dans la campagne électorale, que Sobo Bionkono le disait, il faut une réactivité pour que le jeu reste équitable entre les candidats. On a apposé, le RDPC a apposé ses affiches, les affiches de son candidat, de manière irrégulière, mais on ne les a pas encore enlevées. Et les jours passent, l'effet est-ce que l'ECAM a les moyens de faire enlever ces affiches au fur et à mesure qu'elles seraient posées de manière irrégulière? Non, l'ECAM, dans le cadre des élections, l'ECAM a bien pris des dispositions sur le plan budgétaire. Et tout ce chapitre-là est prévu. Donc je crois tout à l'heure, il a relevé le fait qu'il y a eu une réaction. On a rappelé ici ce communiqué concernant par exemple l'interdiction au téléphone. Mais quand vous essayez de regarder le jour, quand ça a commencé à circuler, à quel moment la direction générale a réagi? Le lendemain, non, pas le lendemain, peut-être 48 heures après. Or, normalement, il devrait se retrouver dans une situation de monitoring. S'assurer une veille. S'assurer que tout ce qui est en train de se passer, toutes les actions que les acteurs sont en train de poser, respectent la réglementation. C'est un peu ça. De façon que je crois qu'ils ont mis en place un call center où je crois qu'une cellule de veille où les gens peuvent appeler et les gens ont appelé. Et ce numéro fonctionne. Donc, c'est ce qui signifie qu'en principe, qu'ils doivent avoir également mis en place des moyens pour pouvoir réagir de manière urgente. Hein. Mais malheureusement, on se rend compte qu'ils prennent du temps, ce qui fait que ça donne l'impression à certains qu'ils jouent un peu un double jeu. Ils sont favorables au jeu du pouvoir en place. C'est un peu ça. Or, normalement, comme il a dit tout à l'heure, c'est un problème de crédibilité maintenant. Ça, ce sont des petits éléments parce que ce qui est sûr, en termes de contentieux, on pourra aller bien plus loin. Donc, en ce moment où on se retrouve dans ces petits éléments qui créent la substitution, il faudrait que les camps réagissent de manière rapide pour remettre la confiance et puis permettre aux électeurs de se dire, bon, nous sommes en train de vivre une élection qui a peut-être des éléments qui peuvent causer peut-être des soucis, mais au moins si les différents acteurs qui ont été désignés pour conduire le processus essayent de le faire comme ça devrait. Christophe Bobionkono, quelle est votre théorie à vous? Pourquoi l'ECAM ne désinstalle pas ces affiches? D'abord, vous savez que les membres du conseil électoral sont pour la plupart d'anciens militants du RDPC. Donc, c'est très très difficile de jouer le jeu de la neutralité. C'est un problème, la première chose. Et puis, on devrait garantir la fonction par un certain nombre de choses. C'est-à-dire, s'ils sont inamovibles et qu'ils ne sont pas rééligibles, ça peut permettre aux gens de travailler en âme et conscience. Or, ceux qui sont en place... Sont également révocables. Oui, ceux qui sont en place travaillent dans l'esprit de chercher peut-être d'autres straponteurs ou bien pour être reconduits. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est très très difficile pour eux. Ils savent comment ils ont été désignés, non pas nécessairement été désignés par rapport à un savoir-faire particulier ou ainsi de suite. Mais je crois par rapport, je pense que par rapport à un certain nombre de garanties qu'ils peuvent donner, c'est vrai qu'il y a des figures importantes de notre pays qui, en dépit de leurs engagements, politiques ou politiciens, ont montré qu'ils pouvaient être des hommes d'État et qui servent l'intérêt général. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit mon ami Eugène. Il n'y a pas une question d'abus de position dominante. On est dans une situation de désordre. Parce que l'affichage ne se fait pas comme ça. On dit que les CAM décident des formats. Les mairies indiquent les emplacements. Et tous les candidats sont mis au même pied d'égalité. Donc je rejoins tout à fait l'illustration qu'a faite Eric tout à l'heure. Je rejoins tout à fait. C'est ce qui devrait se faire. Ça signifie quoi? Et les CAM ne devraient pas simplement faire une décision pour dire voici les formats. Et les CAM devraient s'assurer dans tous les arrondissements que les communes ont indiqué les espaces où on va afficher. Et que la répartition est égale. Et que sur les panneaux,
on voit très bien que ce panneau-ci appartient à tel candidat ou bien à tel parti politique qui peut donc l'utiliser ou pas. l'utiliser. À ce moment-là, on dit que l'État a mis tous les candidats sur le même pied d'égalité. Alors vous avez le réseau commercial de l'affichage qui est totalement pris. Et vous savez très bien comment ça se passe. Vous connaissez, vous savez, pour avoir un agrément, pour renouveler son agrément, vous savez toutes sortes de chantages. Vous savez que nous sommes champions, nous avons été champions de la corruption pendant longtemps. Et donc, tout ça ne permet pas, ça ne peut pas permettre que, utilisant ce réseau-là, qu'on puisse mettre les candidats dans une situation d'égalité, puisque nous sommes dans une élection présidentielle, c'est le principe de l'égalité. C'est-à-dire l'équité se confond, dans le cadre actuel, avec l'égalité, parce que vous avez un candidat par parti politique ou bien par groupe de partis politiques. Donc c'est ce principe qui devrait prévaloir dans tout ce qui est, c'est-à-dire, comment je vais dire ça, le service que l'État offre aux candidats doit être le même. Il doit être strictement le même. À ce moment-ci, que ce soit EDECAM, que ce soit la CRTV, que ce soit certains autres que je ne citerai pas. Donc ça doit être exactement la même chose, quitte à ce que quelqu'un, un candidat ou un parti politique renonce à ce qui est mis à sa disposition. Et à ce moment-là, les citoyens sont bien placés pour tirer les comptes. Mais lorsque vous voyez les murs partout, les poteaux électriques sont tapissés, les panneaux dans le... comment je dis ça, dans le kiosques appartenant à des... Et il y a même un service public, voilà, vous comprenez, de ville, pour ne pas le nommer, qui a une affiche du président de la République, Paul Biya, depuis avant d'ailleurs le lancement de la campagne. Et voilà, et là, ce qui pose véritablement problème, c'est... Non, si les mairies n'ont pas prévu les emplacements, parce que si on prévoit les emplacements, si vous avez des villages, tout le monde ne va pas converger vers le centre de l'arrondissement pour aller regarder les affiches. Donc ça signifie que les emplacements doivent être prévus partout. Est-ce que ces dispositions-là ont été prises? Est-ce que les mairies ont les moyens de le faire? Et on sait qu'il y a donc des budgets qui ont été votés, ainsi de suite et tout ça. Donc, dès le moment où on s'est mis dans la tête qu'on devrait faire des élections et comment on va en faire et tout, donc cette question-là doit pouvoir être adressée. On doit construire, on doit mettre en place ces emplacements-là pour les affiches. Donc, comme pour le code de bonne conduite, parce que simplement, il est quand même là pour dire code de bonne conduite, c'est pour empêcher que les gens s'expriment et disent c'est uniquement ça. C'est uniquement ce qu'on regarde dans notre pays. Donc, les questions de l'organisation matérielle réelle de l'élection ne sont pas prises en compte. Christophe Boubiokono, un dernier point sur cette question, vous en parliez tout à l'heure. De manière concrète, puisque c'est un service payant, l'affichage public urbain ou interurbain, les payants, qui paye la note aux concessionnaires? Qui paye la note? Normalement, le parti politique peut payer la note, mais sauf que, vous voyez, l'espace public est un espace commun. Vous comprenez, non? Si vous prenez le décret du chef de l'État qui organise, par exemple, comment je peux dire ça, la couverture de la campagne électorale dans les médias audiovisuels, c'est pas encore codifié dans la presse écrite, vous allez voir le souci qui est pris là. On dit, dans ce cadre-là, tout ceci est interdit. Les émissions des émissions politiques sont suspendues. Tout à fait. On dit c'est suspendu. Ça signifie que dans l'espace public, pour le moment, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et lorsque vous avez un réseau donc commercial, il faudrait que ce soit codifié et qu'on dise. Parce que vous voyez, il y a un volet qui concerne le contrôle du financement. Est-ce que n'importe qui ici, je ne sais pas moi, comment je peux dire ça, l'homme le plus riche du monde décide de venir soutenir un candidat ici qui décide d'acheter tout au Cameroun? Est-ce qu'on peut permettre ça? Est-ce qu'on peut dire que l'élection sera donc gouvernée par ceux qui détiennent les moyens? Donc c'est ça. Donc il y a un problème, il faut donc encadrer la démocratie, la sécuriser pour que à la fin, le citoyen s'exprime vraiment par rapport à son, comment je veux dire ça, qu'il exprime son choix par rapport, après avoir analysé, on peut dire que c'est un citoyen qui est vraiment éclairé, qui sait ce que chaque candidat fait et il dit, bon, à mon âme et conscience, je vote tel. Or, le citoyen camerounais n'est pas mis dans cette posture-là à partir du moment où ce service public là est déséquilibré, n'est pas équitablement assuré. Alors, la loi, par exemple, sur le financement public des candidats à cette élection, le montant est le même, il est égal, il correspond un tout petit peu à la démarche que vous décrivez, mais l'accès aux médias
à capitaux publics n'est pas équitable. Le 18 septembre 2018, 5 porte-paroles, les porte-paroles de 5 candidats à cette élection, Maurice Kamto, Cabral Libi, Akeremouna, Joshua aussi, Serge Espoir Matomba, ont donc rendu public un communiqué conjoint dans lequel ils dénonçaient notamment l'inéquité qu'ils ont constatée dans le traitement que les médias à capitaux publics et notamment le service audiovisuel public leur réservaient. Ils sont même allés jusqu'à formuler des exigences, jusqu'à demander d'ailleurs le départ, le limogeage du directeur général de la CRTV. C'était le premier précédent dans le cas de l'inéquité des accès. Eugène Messina, la question de l'accès équitable des candidats aux élections aux ressources publiques revient donc au goût du jour. C'est fausser le jeu démocratique. Oui, on peut le dire, et je signe et je persiste en réutilisant mon expression d'abus de position dominante jusqu'à ce que sa signification profonde change. Je suis convaincu que nous sommes toujours là, autant pour le cas de l'affichage que pour le cas de l'utilisation ou de l'accès aux médias publics par les candidats ou leurs représentants. Et donc, ça interpelle sur l'équité, ça interpelle sur l'égalité des chances, ça interpelle sur les règles démocratiques. La CRTV, évidemment, est au devant de la scène dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement. Et donc, Charles Ndongo avait pris un certain nombre d'engagements publics. Et nous sommes là, nous sommes un peu comme les comptables de toutes ces déclarations, de tous ces engagements. Permettez que je les précise, ces engagements, se basant sur le décret du 13 février 1992 portant accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public, dont le directeur général, d'ailleurs, c'était une réunion présidée par le ministre de la Communication, il avait indiqué que, bon, 13 minutes, 20 secondes par candidat et par jour à la radio nationale, 6 minutes 40 secondes par candidat et par jour à la télévision nationale, conformément donc à ce décret. Sauf que dans les faits, on s'est bien rendu compte que le temps d'antenne n'est pas le même. Et je pense qu'aujourd'hui même, je lisais une statistique qui a été rendue publique seulement dans la couverture médiatique de la campagne électorale. Hier, on faisait cas de 18 reportages consacrés au RDPC, 3 reportages consacrés au parti de l'univers, 2 au MRC et les autres, je pense que c'était un reportage. Ça démontre une fois de plus qu'il y a un problème et qu'il va falloir que la CRTV, autant qu'on interpellait Elekam tout à l'heure, que la CRTV s'ajuste et respecte les règles démocratiques parce qu'il s'agit bien d'un service public. Il s'agit de la CRTV, il s'agit du média d'État et donc nous sommes sur un peu comme une ligne de départ, égalité de chance à tous les 9 candidats. Mais ce que nous observons à l'heure qu'il est, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est une interpellation effectivement à l'endroit du directeur général de la CRTV. Il doit raisonnablement y répondre. Éric Boniface, que vous qui êtes juriste, comment on fait? Le constat est clair, on ne va pas aller jusqu'à... parce que vous savez qu'en ce moment, l'essentiel des fonctionnaires de ce pays sont en campagne avec les moyens de l'État. Certains de nos confrères ont fait d'ailleurs des enquêtes pour montrer qu'ils sont en mission payée pour certains par l'État. Donc, mais comment on fait pour garantir, au moins sur la base de la loi, que les candidats aux élections aient accès de manière égale et équitable, au moins pour la présidence, aux ressources de l'État? Oui, je vais répondre à votre question, mais permettez que je fasse 2 observations. Vous parlez d'accès aux ressources. Il faut dire, s'agissant par exemple du financement, qu'il y a des problèmes ou des points noirs ou des points laissés comme cela sans précision pour un peu favoriser ceux qui sont au pouvoir au moment des cordons de la bourse, et ceux qui sont au pouvoir au moment où l'élection se déroule. La loi sur le financement public prévoit que oui, on peut financer, mais ne dit pas, ne déclare pas le montant. Ça, vous avez vu de manière expresse. Ça, vous avez vu certains refuser, parce que quand il y avait 23 candidats et la caution à 5 millions, on donnait 30 millions par candidat.
Maintenant qu'il y a 9 candidats avec la caution à 30 millions, on redonne 30 millions par candidat. C'est un peu à l'appréciation du prince en ce moment-là, le montant qu'il met à la disposition des candidats. Vous voyez qu'il y a une sorte d'inéquité à ce niveau-là et ça peut laisser, si on convoque un peu l'esprit des lois ce qui est dans l'esprit des lois de Montesquieu, ou Machiavel même, vous comprenez que quelque part, le prince n'a pas voulu des précisions là-bas pour pouvoir mieux utiliser cela à l'encontre de ses adversaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le financement privé. On dit qu'un texte va organiser comment est-ce qu'on finance un texte qui n'a jamais été pris. Ça n'a jamais été pris, ce qui veut dire que, parce que si chacun devait se contenter de 30 millions, 15 millions pour l'heure, vous verrez que certains ne pourraient pas se déployer tel qu'on les voit. Les levées de fonds avec de fortes sommes qu'on voit là, ça n'aurait pas eu lieu. Mais on a laissé ça exprès. Et on sait que c'est en défaveur des candidats qui ont moins d'argent. Donc, qui ne peuvent pas influencer ou bien ne bénéficient pas de soutien d'un nombre de lobbies ou des réseaux financiers. Ça, c'est ce que voulait faire au niveau de l'accès aux ressources. Maintenant, vous dites, par rapport à l'accès aux médias, au respect des règles de manière globale, qu'est-ce que la loi peut... Parce que quand vous faites une lecture globale de la loi, vous verrez que tous les points les plus importants, partant même de la Constitution, du code pénal et autres, ça reste philosophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable mécanisme de contrainte de certaines institutions ou de certaines personnes pour les implémenter. Vous verrez par exemple, on dit la présomption d'innocence dans la Constitution. Mais vous verrez nulle part où on sanctionne la violation. Aucun texte ne sanctionne la violation de la présomption d'innocence au Cameroun. Ça reste bien philosophique. On parlera un texte de code pénal qui sanctionne expressément l'atteinte à la présomption d'innocence. Mais quand vous avez la possibilité de démontrer que, comment je peux dire ça, ce droit-là, oui, vous pouvez le faire réparer. Comment? Oui. En s'appuyant sur lequel? Mais il faut aller voir. Ce sont des questions techniques, mais on ne peut pas dire qu'ils en existent. Non, pas du tout. Ouais. À chaque fois, parce que ça, on revient la loi pénale et d'interprétation restrictive. Et on ne fait donc pas d'extension en termes d'interprétation de la loi pénale. Ça, c'est le principe général. Non, il y a beaucoup de choses qui encadrent la présomption d'innocence. D'abord, on vous dit que voilà comment vous devez être traité. Et quand vous n'êtes pas traité de cette façon-là, vous pouvez recourir au juge. Et plusieurs fois, les autorités, l'État du Cameroun a déjà été sanctionné. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas faire. L'État du Cameroun a été sanctionné et on vient de mettre en place la commission d'indemnisation pour... Ça, c'est... Voilà. Christophe, moi je dis ça, c'est des interprétations par rapport... Je prends un cas. S'il y a... c'est comme des infractions qui sont liées au terrain, je veux dire au foncier. Vous verrez qu'il y a des infractions purement foncières et d'autres qui se rapportent au foncier. Je ne veux pas des infractions qui viennent s'accrocher. Je parle de manière typique, il n'y a aucun texte qui sanctionne la violation du prêt. Très bien, très bien. C'est comme le droit au travail. On dit dans la Constitution, tout citoyen a droit au travail. Mais il n'y a aucun texte qui oblige l'État quelque part à trouver à chaque citoyen. Pour revenir à la loi électorale. Pareil dans la loi électorale. Aucun texte en termes de sanctions, sauf s'il faut aller chercher en termes de principes généraux en tirant un autre texte, peut-être abus de fonction ou bien refus d'un service dû et ainsi de suite. Mais vraiment en s'appuyant uniquement sur la loi électorale, aucun texte vraiment nommément n'indique par rapport aux dirigeants, aux responsables qui managent les élections, quelles sanctions ils encourent s'ils ne font pas respecter la loi dans la loi électorale. Il n'y a pas de précision vraiment réelle là-dedans. Il faut aller chercher en faisant beaucoup de gymnastique ailleurs. Donc, du coup, ça leur laisse donc pouvoir ici, les CAM n'enlèvent pas ces affiches. Le directeur général, il ne risque peut-être pas grand-chose. Hein, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Il ne risque pas forcément grand-chose. Il faudrait peut-être aller voir le refus d'un service dû au pénal sur autre chose, avec tout ce que ça va en termes, alors que l'élection est rapide. Sauf que les conséquences, elles sont déjà consommées. Oui, elles sont déjà consommées. On va aller chercher. Et on sait au Cameroun, Christophe Bobioko ne peut mieux le dire que moi, que parfois on porte plainte au tribunal et puis ça disparaît. On ne sait plus. Le dossier disparaît. Parce que c'est comme la fraude. Vous verrez que la fraude est pénalement réprimée. Mais il y a eu très peu de procès où on a pu sanctionner des gens. Et pour telles décisions de la justice camerounaise qui ont annulé les élections dans certaines circonscriptions sur la base de la fraude électorale. Donc, mais vous verrez rarement qu'il y a eu des personnes condamnées
Et généralement, ce sont des fonctionnaires hein, qui sont auteurs de ces fraudes-là. Vous avez vraiment qu'il y a eu des diligences au niveau des poursuites pénales qui est abouti. Donc, bon. Et puis, il faut savoir qu'en matière pénale aussi, il y a l'opportunité de poursuite. Ça laisse l'attitude, notamment au parquet, de ne pas poursuivre généralement les infractions à caractère électoral. Anthony Dakaz, la dernière question de cette thématique, je vous la réserve. Alors là, pour le cas de l'affichage, c'est le MRC seul qui a saisi les CAM de cette requête. Les autres candidats ont timidement dénoncé ces pratiques-là, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer une action commune, conjointe, y compris une action d'éclat, une action forte des candidats groupés pour contraindre dans les faits l'organe en charge de l'organisation des élections à respecter quand même les dispositions légales qui encadrent cette élection? Non, je crois que tout à l'heure, Eugène Messina a dit, au sortir de cette élection, on aura beaucoup avancé par rapport à certains éléments ou certaines pratiques, par rapport aux réactions des candidats vis-à-vis de certaines situations. Le MRC a réagi, mais vous allez vous rendre compte depuis le début de la campagne, il y a par exemple ces mots d'ordre, candidat unique pour l'opposition, vous vous rendez compte que certains répondent timidement, d'autres ne veulent même pas entendre parler. C'est la même situation quand il y a un problème qui se pose. Quand vous cherchez à rencontrer, vous posez le problème, vous dites voici une situation qu'on vit concernant l'affichage. Il y a sûrement des candidats qui se disent non, je ne suis pas concerné, ou bien bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat. Or, ce sont des questions qu'il faut poser pour pouvoir essayer de trouver des solutions et améliorer la situation demain. Dans ce cas, par exemple, s'ils étaient allés en groupe ou bien tous les candidats étaient réunis et avaient dit voici la situation, si elle est Camou, je ne sais pas, l'acteur qui est censé trouver une solution ne trouve pas une solution, nous décidons par exemple d'arrêter la campagne. Ça aurait par exemple eu un effet. Mais bon, là quand c'est un seul parti politique, il y a d'autres gens, ceux qui sont un peu plus loin vont juger que non. Et ils passent leur temps à créer des contentieux, à trouver des contentieux. Il faut comprendre, tout le monde ne va pas à cette élection, tous les candidats n'y vont pas pour gagner. Non, je ne refuse pas. Le problème, c'est qu'il faut également comprendre que pas un candidat qui n'y va pas pour gagner. Non, mais si vous le dites, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Il y en a qui ont dit qu'il c'était pour grappiller des voix dans le Nord. Je ne citerai pas le nom, mais à Paul Biya qui va grappiller quelques voix. Mais il admettait indirectement sa défaite. Non, ça c'est vrai, mais toujours est-il tous ne perçoivent pas le bien fondé de poser ce type d'action pour faire avancer la démocratie. Voilà, et puis il y en a qui m'ont dit, l'objectif, bon, je ne peux pas dévoiler, ils m'ont dit, bon, pour nous, c'est qu'on a un principe, on n'est pas absent aux élections, mais pour nous, vraiment, ce n'est pas ça qui est notre priorité. Très bien, merci. Voilà. Merci. Christophe, vous avez... Je voulais dire que toutes ces questions interpellent tout le monde, interpellent le fonctionnaire. Quand quelqu'un a une mission de service public, et tout, il doit pouvoir la rendre. Et tout le monde doit pouvoir, lorsqu'il y a un intérêt, moi en tant que citoyen camerounais, j'ai un intérêt à ce qu'il y ait une bonne élection. Il ne faut pas dire les candidats doivent faire ceci. Nous avons... pourquoi nécessairement ils doivent se regrouper pour faire des actions? Pourquoi? En réalité, on veut enfermer les gens dans une manière de penser qui voudrait dire que si vous ne vous réunissez pas, le parti au pouvoir, ainsi de suite. C'est faux. C'est faux. Mais donc, dans la réalité, c'est un conditionnement. Une action pertinente est une action pertinente. Et ce n'est pas parce qu'elle est initiée par 10 personnes qu'elle devient pertinente. Mais c'est parce que, d'entrée de jeu, elle est pertinente. Vous comprenez? Et autre chose, nous devons être nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Par exemple, il a donné une statistique tout à l'heure, il dit par exemple que le RDPC a bénéficié de 18 reportages au cours du journal. La journée d'hier. Au cours de la journée d'hier. D'abord, première chose, il ne faudrait pas appeler ça des... faudrait pas appeler ça... Les RDP sont vraiment diffusés le jour où les meetings sont tenus. Si vous permettez, première chose, ne disons pas que ce sont des reportages, parce que ce ne sont pas des reportages. Pas du tout. Ce sont des comptes rendus de manifestations de propagande. Donc, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Donc, à partir du moment où nous commençons à habiller pour dire c'est du reportage, vous voyez, nous diluons la responsabilité de ceux qui organisent cette affaire-là. Je vous ai dit tout à l'heure, parlant du décret de 92, que
ce décret-là interdit, comment je peux dire ça, toutes les émissions à caractère politique pendant cette période-ci. Les émissions d'expression directe. Non, les émissions d'expression directe ont été déjà supprimées depuis. Mais elles sont remplacées par l'émission de propagande où chaque candidat a un temps d'antenne. Et pour l'instant, je pense que sur la foi de l'observation du CNC, que la CRTV fait un travail remarquable. Il ne faut pas faire le mélange. Mais à côté de cela, vous avez des émissions de propagande qui sont dissimulées dans un journal prétendument des élections. Et puis, il y a encore d'autres émissions de propagande qui sont dissimulées dans le journal lui-même. Vous comprenez? Il est bon que nous identifions, parce que nous-mêmes, en tant que journalistes, nous sommes aussi responsables de ce qui se passe. Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. À partir du moment où notre corps de métier a été envahi par tout le monde, on peut tout appeler reportage. Reportage a un sens, enquête a un sens, compte rendu a un sens, mais compte rendu de quoi? Est-ce que le fait de faire un meeting, c'est une information en temps de campagne électorale? Pas du tout, c'est une banalité. Que de faire une réunion, de faire du porte-à-porte, ce n'est pas ça. Mais c'est l'information, donc c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que telle personnalité a fait? Ainsi de suite et tout. Donc, vous pouvez multiplier à l'infini des meetings, mais cela ne signifie pas qu'il y a matière à information. Il n'y a pas matière nécessairement à information à chaque fois. Donc, c'est nous, journalistes, qui devons prendre le recul. Et pour les acteurs publics, je dis bien, lorsqu'on a commencé à engager, moi je salue la démarche de Maurice, mais pourvu qu'ils aillent jusqu'au bout, et j'encourage, et je pense que nous autres citoyens, nous pouvons aussi, par groupe de citoyens ou par personne, engager des actions pour dire je suis frustré en tant qu'électeur, je ne suis pas dans la position de pouvoir comprendre équitablement ou de manière égalitaire les programmes politiques, les positions des uns et des autres par rapport à tel enjeu, ainsi de suite. Je saisis qui de droit pour dire ce qui se passe n'est pas normal. C'est lorsqu'il y aura une masse critique de ces saisines-là et que les responsables, les arbitres seront obligés de répondre, ou alors, en refusant de répondre, d'être poursuivis à titre personnel, parce qu'ils peuvent être poursuivis même au pénal. C'est vrai qu'on pourra toujours dire que le système judiciaire ne fonctionne pas, mais il vaut mieux qu'il y ait déjà ces actions. Lorsque vous avez déjà une plainte contre vous, je peux vous dire que vous réfléchissez, même si vous êtes protégé par ailleurs. Donc nous devons être acteurs, et moi, rejoignant donc Eugène, je dis, ce que je vois de particulier dans cette campagne, c'est que je vois des gens se mobiliser sans avoir un intérêt, aller même payer de leur énergie, de leur argent pour soutenir un candidat. C'est quelque chose qui est nouveau. Parce que jusque-là, on est dans une phase latente où on va aller chercher le pagne, le t-shirt, peut-être la sardine, le kilo de riz, ainsi de suite et tout ça. Donc, on avance, mais il est question d'avancer davantage et d'arrêter donc avec l'impunité. N'entretenons pas l'impunité. Les textes permettent que les gens soient sanctionnés. Et le responsable de l'ECAM qui a posé cette affiche, voilà, doit être sanctionné. Il devrait être sanctionné. On ne peut pas, il n'a pas besoin d'être sanctionné dans l'urgence et tout ça, mais à la fin, il doit pouvoir être sanctionné. Pourquoi? Parce que l'action dans l'urgence, là, peut être suffisamment dissuasive et porteuse d'enseignement. Non, elle est quand même rassurée par son communiqué et on espère que ce jour-là, on ne viendra pas dire, un directeur va dire qu'aujourd'hui, les gens n'entreront pas dans le bureau de vote avec les lunettes, ou bien avec les strings, ou avec les soutiens-gorge, parce que dès qu'on a commencé comme ça, ça peut aller, on est sûr, bon, elle est quand même à rassurer. Le problème, c'est l'impunité dans notre pays. Ce n'est pas l'abus de position dominante. Toute personne qui se retrouve en position de pouvoir peut essayer d'abuser de son pouvoir, mais c'est l'environnement qui doit recadrer la personne. Et je pense que le RDPC a raison de se mobiliser, d'essayer d'avoir tout, mais que les autres aussi doivent se battre pour essayer de restreindre et que les agents publics sont astreints à être, comment je vais dire ça, neutres, puisque ce sont eux les arbitres du jeu électoral. Merci de vos avis sur cette question. On prend une courte pause, nous pourrons en parler dans d'autres émissions. Nous marquons une courte pause à la régie, puis nous prenons la dernière thématique de cette émission consacrée donc au bilan des engagements des pays pris dans le cadre de la COP 21 tenue à Paris en 2015. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Vous êtes sur HTV, l'émission que vous regardez, c'est l'éditorial, c'est votre émission de débat de presse sur cette antenne. Nous sommes avec vous depuis 11h30 cette mi-journée. Nous accueillons la troisième thématique de cette émission consacrée donc au suivi et au bilan des engagements des États pris dans le cadre de la COP 21 tenue à Paris en 2015. Le deuxième sommet pour le climat, la deuxième édition du sommet pour le climat s'est tenue le mercredi 26 septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était à l'initiative de la France. Le président Emmanuel Macron a eu une phrase qui indiquait clairement son état d'esprit et sa position sur cette question. Nous ne sommes pas là seulement pour parler, mais pour rendre des comptes, parce que précisément des engagements avaient été pris en 2015, des engagements nationaux. Il est donc question aujourd'hui de faire un premier point sur ces engagements. Je voudrais commencer par vous, Eugène Messina, vous qui êtes journaliste et chef de chaîne de Radio Environnement et donc qui êtes très porté sur ces questions. Pourquoi on n'a pas beaucoup avancé dans la mise en œuvre des engagements nationaux en faveur de la lutte contre les changements climatiques? La raison est simple, c'est que il y a un dilemme. Le dilemme, c'est de dire, et heureusement nous prenons ce sujet à la suite d'un débat politique. Le dilemme consiste à dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans des pays dits grands pollueurs, les États-Unis, Chine, Inde, Canada, etc., ont en face d'eux des populations qui ont des attentes, qui sont habituées à un rythme de vie, à des modèles économiques, à un système de production. Permettez que je vous interrompe une minute sur la question des grands pollueurs. Je voudrais donner quelques chiffres qui précisent ce que vous disiez. Les émissions de gaz à effet de serre au plan mondial, 22,7% de ces émissions viennent de la Chine, donc première en la matière, 15,6% des États-Unis, deuxième, et 10,9% venant de l'Union européenne à 28. Alors, pourquoi on a ces émissions? C'est le mode de vie, le mode de consommation. Comment parvenons-nous, ou bien quelles sont les options qui sont préconisées pour réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Ça veut dire tout simplement qu'il faut renoncer au modèle économique actuel. Les systèmes de production doivent être transformés de manière à avoir des économies qu'on appelle des économies plus vertes, des économies plus durables. Ça veut dire qu'on doit maintenant mettre en place des systèmes de production qui n'émettent pas beaucoup de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, si on prend par exemple le cas des États-Unis, Donald Trump a dit « Je préfère la prospérité économique de mon peuple » plutôt que de dire « L'argent que j'ai sous la main pour pouvoir investir sur le bien-être, je vais l'investir sur la transformation du système économique, ça coûte énormément cher. » Donc il a pris le parti qui consiste à dire « Moi, je renonce aux engagements internationaux, je privilégie le bien-être de mes populations. » Donc c'est à ce niveau que se situe le débat aujourd'hui. Et c'est un rapport, c'est une histoire de rapport de force. Le problème est de dire l'Afrique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, comment l'Afrique se positionne dans ce débat, dans ce rapport de force. Les États-Unis ont renoncé, la Chine est encore là à pousser pour dire nous pouvons y arriver. La France défend son bilan parce que c'est bien en terre française que l'accord prétendument contraignant, l'accord de Paris, a été conclu. Et donc on voit on est entre enthousiasme et impasse. Là, le plus gros enjeu est au niveau de la diplomatie. L'Afrique détient, à travers le bassin du Congo, le deuxième poumon écologique du monde. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'Afrique a besoin de se développer. Est-ce qu'il faut faire le choix que Donald Trump a fait de dire « Ok, nous avons un grand potentiel, nous allons couper notre bois et nous allons le vendre pour pouvoir nous développer » ou alors nous continuons à rester, on dit, les sacrifiés du monde en disant c'est nous, à travers nos forêts, qui contribuons à stabiliser le climat mondial. Donc il faut des positions fortes et c'est pour ça que c'est un enjeu diplomatique et de l'autre côté c'est un enjeu économique. C'est à ce niveau que se situe le débat.
En 2017, en août 2017, le président des États-Unis a signifié au secrétaire général des Nations Unies le retrait des Américains de ce fameux accord, ce qui a donc eu pour effet de ralentir la dynamique qui avait été impulsée à Paris. Si les États-Unis ne sont pas là, comment cet accord survit? Comment on fait? C'est difficile puisque c'est la première puissance mondiale. Et deuxième pollueur. Deuxième pollueur, mais la première puissance mondiale. Et on voit très bien que dans la circonstance, on a une illustration parfaite de ce qu'on connaît, à savoir que les États n'ont que des intérêts. Et s'il est dans l'intérêt des États-Unis aujourd'hui comment je peux dire ça? Oui, de passer au vert comme il me prête, merci pour l'expression. Les dirigeants américains pensent que ce n'est pas le cas. Et ça doit interpeller nos dirigeants parce que nous voyons la difficulté dans nos États, souvent, d'implémenter des accords, des conventions internationales qu'on est allé ratifier puis signer et tout, mais qui ne correspondent pas toujours à ce que nous voulons par rapport à notre environnement. Souvent, sans réserve, on signe et c'est ça qui est, c'est l'enjeu du moment. On doit partir de là pour regarder très souvent ou bien toujours nos intérêts avant de nous engager dans des dynamiques, qu'elles soient régionales ou internationales, mondiales. On doit toujours privilégier ces enjeux-là. Absolument. Je peut-être à sa suite, avant que les autres n'interviennent, peut-être saluer la lucidité du Cameroun dans ce processus, parce que le Cameroun, à travers ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, avait conditionné la réduction de son empreinte carbone par les compensations, les fameuses compensations à travers les mécanismes financiers qui sont d'ailleurs le fonds vert pour le climat, on avait prévu 100 milliards de dollars par an qui ne sont pas mobilisés, on est très loin, qui ne sont pas mobilisés, et le peu qui est mobilisé n'est même pas orienté vers l'Afrique à 15%, c'est beaucoup plus vers l'Amazonie. Parce que là-bas, il y a une plus forte diplomatie qui se déploie, il y a une grande expertise qui se déploie également, et c'est pour ça que les financements vont de ce côté-là. Donc le Cameroun, quoique un grain de sable dans cet univers, avait quand même eu beaucoup plus de lucidité en disant « nous allons réduire nos émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 32%, dont 22% conditionnels ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre engagement, notre sacrifice est de 10%. Nous ne demandons aucune compensation pour ça. Mais maintenant, les autres 22%, nous ne pourrons les atteindre qu'à condition que la communauté internationale remplisse son cahier de charges vis-à-vis du Cameroun. Transfert de technologie, transfert des financements, amélioration du bien-être des populations, mais également aussi la transformation des économies locales. Alors, Anthony Daka, Eugène Messina vient de parler de la situation du Cameroun, mais c'était un peu la situation d'à peu près tous les pays en voie de développement ou des pays pauvres. C'était de dire, ok, d'accord, vous vous êtes enrichis, vous autres, en polluant, en émettant des gaz à effet de serre, etc. Aujourd'hui, vous nous demandez de ne pas faire autant, etc. Aidez-nous donc à nous développer. Ce fameux fonds vert pour le climat a été décidé à Paris. C'est vrai qu'il est censé être exécutoire à partir de 2020, mais jusqu'à présent, on avait prévu un mécanisme pour accompagner, pour aider les États. Juste une précision, la date d'entrée, effectivement, en scène du fonds vert, c'était 2020, mais il y a eu ce qu'on a appelé l'entrée précoce. L'entrée précoce, tout à fait, à l'initiative de la France et d'autres pays qui estimaient qu'il fallait y aller très très rapidement. Ce fonds vert n'est pas disponible, cette entrée précoce n'a jamais été faite. Donc, au nom de quoi demanderait-on à des pays comme le Cameroun, le Bangladesh, etc., de freiner leur développement, c'est-à-dire trouver des ressources à leur population au nom du climat, au nom de la lutte contre le changement climatique? Non, je crois que, et je l'avais dit tout à l'heure, que le Cameroun a fait le bon choix de poser des conditions. Et tout à l'heure également, quand Christophe disait, les États-Unis, ils ont pris des engagements. Aujourd'hui, quand ils essaient de regarder, parce qu'au fait, il y a cette bataille sur le plan économique entre les États-Unis et la Chine. À un moment, on s'est rendu compte que la Chine avait tendance à vouloir prendre le devant. Et quand les Américains regardent, ils se disent que si on décide de passer au vert, le temps qu'on reprenne du poil de la bête,
les Chinois seraient passés devant. Alors leur président a pris la décision. Non, nous continuons, nous renonçons à ces engagements. Et puis, aujourd'hui également pour les pays africains, le Cameroun particulièrement, qui a pris des engagements, il faut également réfléchir sur le plan pratique. On nous a promis des financements. Nous avons par exemple le mécanisme de développement durable qui devait profiter par exemple à des structures qui font, voilà, qui font dans les ordures ménagères, tout ça, les transformations. Et il y avait également sur le plan de certains éléments, par exemple au niveau de la production des énergies renouvelables. Quand vous regardez depuis la signature jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Or, ce sont des chapitres ou des actions qui auraient pu permettre effectivement de réduire ces effets, ces effets par rapport aux gaz à effet de serre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut aujourd'hui maintenant que le Cameroun réfléchisse et dise quelle est la solution que je vais adopter en privilégiant ses intérêts. Et nous savons qu'aujourd'hui... Pris isolément, le Cameroun ne peut pas être efficace. Là, il faut vraiment une démarche conjointe, une démarche groupée, notamment des pays de l'espace du bassin du Congo, qui sont donc propriétaires de ces forêts, qui séquestrent suffisamment de carbone et contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, je ne suis pas contre. J'ai dit déjà, le Cameroun doit d'abord avoir sa position. Ensuite, au moment de se retrouver avec les autres, savoir que voici où moi je suis, quelle est également votre position, et puis discute par rapport à ce qu'il y a lieu de faire pour l'Afrique centrale, par exemple, dans le cas de... Pour prendre le leadership de la mobilisation de ces pays-là. Alors, Éric Boniface, tu as que, dans un de leurs rapports de 2014 resté célèbre, les experts du groupe GIEC, le fameux groupe international sur cette question, avaient indiqué que si rien n'est fait, à l'horizon 2100, nous atteindrions des niveaux de réchauffement climatique de 4 degrés Celsius à 5 degrés Celsius avec des conséquences jugées irréversibles, quelques-unes: acidification des océans, perte de la biodiversité, problèmes alimentaires et des ressources d'eau, augmentation du nombre de réfugiés et des migrants climatiques, etc. Et il précise que si on atteint ce niveau, les États-Unis, les pays les plus riches, États-Unis, etc., auront les moyens de se protéger. Pas le Cameroun, évidemment, pas le Bangladesh. Ce qui veut dire qu'il y a urgence à limiter cette action. Mais si le Cameroun décide de faire si on fait de l'unilatéralisme sur cette question, on ne va pas avancer. Finalement, le Cameroun, en décidant de ne pas, comme Eugène le disait, de ne pas s'engager totalement seul, sans compensation, est perdant finalement. Oui, je voudrais répondre à cette question en indiquant que d'un point de vue de la gouvernance, les maillons se tiennent. C'est-à-dire que Eugène a si bien signalé que le peu d'argent qu'il y a dans le fonds vert va davantage en Amérique latine. Pourquoi? Parce que, notamment au Brésil, avec la forêt d'Amazonie. Pourquoi? Parce que si vous voyez le niveau de développement du Brésil, le Brésil est plus capable d'influencer dans les négociations le Nord que le Cameroun par rapport à son niveau de développement. Donc tout cela se tient. Je pense sincèrement que la COP21 ou l'accord de Paris sur le climat ne peut pas tenir longtemps si les États-Unis n'y sont pas. Pourquoi? Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est le seul pays capable véritablement d'influencer l'agenda international. Si les Américains veulent quelque chose qui implique, vous avez vu, dès qu'ils ont dit sanctions contre l'Iran, vous avez vu les Européens paniquer. D'ailleurs, Total à l'entreprise française sans publicité, Total a dû quitter l'Iran du fait des sanctions, du retour des sanctions américaines. Donc les États-Unis ont plusieurs leviers pour contraindre d'autres pays, même dans leurs discussions bilatérales, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc il faudrait à mon avis convaincre davantage les États-Unis. Entre-temps, nous-mêmes, il est bon, comme il a dit, d'avoir une position, chercher à l'harmoniser avec les pays membres du bassin du Congo pour mieux négocier. Parce qu'on ne paie, aucun pays d'emprisonnement ne peut peser. Si vous prenez d'abord nos contraintes politiques qu'on avait parfois avec nos anciens colons, vous allez comprendre comment, à quel point c'est difficile de peser dans la négociation internationale. Il s'agit de la discussion internationale parce que le climat, ne vous trompez pas, c'est une question éminemment politique et diplomatique. Les experts des climats ne sont que des techniciens pour apporter des précisions. Mais sinon, au niveau de discussion au sommet, c'est une histoire politique et diplomatique. La décision, c'est autre chose. Et je voudrais peut-être aller un peu dans le sens de Éric pour dire que
les États-Unis pèsent tellement sur ce type de décision que, en réalité, le propos que vous avez opportunément rappelé, le propos d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme une déception dans l'âme. Nous ne devons pas nous en tenir seulement au mot « il nous faut des actions ». C'est une façon d'avouer que la France seule n'a pas pu porter cette initiative internationale au point d'imposer même cette volonté de la communauté internationale, entre guillemets, aux États-Unis. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Faut-il céder aux caprices du président Trump en se disant, OK, il a renoncé à l'accord de Paris et il impose une nouvelle négociation comme il avait fait dans sa déclaration. Il avait dit, nous sortons de cet accord et nous pensons que nous devons renégocier un nouvel accord international. Peut-être c'est la chose à faire, mais je pense que ce qu'il y a mieux, à faire, c'est d'amener d'abord Donald Trump à comprendre ce que c'est que le changement climatique. D'abord parce qu'il est sceptique. C'est à ce niveau le véritable problème. C'est un entêté, excusez du peu, c'est vraiment un entêté et ce monsieur ne veut rien comprendre. Donc, il y a au-delà du rapport de force une démarche pédagogique, excusez-moi, mais vraiment c'est ce qu'il faut faire. Il y a aussi à côté de ça vraiment des actions de lobbying qui doivent être mises en œuvre parce que si on mise sur le levier de rapport de force avec les États-Unis, c'est effectivement perdu d'avance. Alors, Eugène, je voudrais terminer par vous sur cette question. Les États-Unis ont de toutes les manières intérêt à actionner l'unilatéralisme au nom de leurs intérêts sur la question parce que eux, ils ont les moyens de se protéger. Ils ont l'unilatéralisme, ils ont du fait de leurs intérêts. Ils ont leurs intérêts, ils peuvent faire l'unilatéralisme. Mais est-ce que le Cameroun n'a pas intérêt finalement à ce que le multilatéralisme sur cette question marche? Est-ce que les conditionnalités que les pays en voie de développement mettent sur la table pour s'engager sur la question, est-ce qu'elles ne les desservent pas à la fin, puisque ce sont ces pays-là qui seront les plus touchés, qui sont déjà les plus touchés par les changements? Non, pas du tout. Ce qu'il faut retenir, les États-Unis, la France, le Canada, etc., ont beau avoir des moyens d'adaptation. Mais jusqu'à quand ces moyens d'adaptation résisteront? Là est toute la question. Si on atteint ce seuil que vous avez rappelé, 4 à 5%, même l'adaptation sera difficile à tenir. Donc, il est de l'intérêt de tout le monde. Le climat n'a pas de frontières. Vous coupez la forêt au Cameroun, ça a des répercussions au Cameroun, ça a des répercussions aux États-Unis. Vous gardez la forêt au Cameroun, ça a des effets bénéfiques au Cameroun, ça a des effets bénéfiques à l'autre extrémité du bout du monde. Donc il est vraiment de l'intérêt de tout le monde, des États-Unis, du Cameroun et de toutes les autres puissances, qu'on aille dans la direction qui consiste à dire sauvegardons nos forêts, mais donnons également aux pays détenteurs de la ressource forestière les moyens de satisfaire leurs besoins. Parce que l'enjeu, c'est à ce niveau. Nous sommes pauvres, nous sommes plus vulnérables au changement climatique. Nous avons aussi des aspirations à nous développer. Nos populations sont extrêmement vulnérables et pauvres. C'est légitime que ces populations-là aient un mieux-être, un mieux-vivre. Merci, messieurs, de vos avis éclairés sur ces débats. Merci d'avoir honoré de votre présence ce plateau. Je rappelle que nous étions ce soir, cet après-midi, en compagnie de Christophe Boubionkono, directeur de publication du journal Kalara, Eugène Messina, chef de chaîne de radio environnement, Éric Boniface Tuaque, chef de chaîne de radio Télévision. Je précise d'ailleurs à l'attention de nos téléspectateurs que l'un a succédé à l'autre, hein, à la tête, pas de manière directe à la tête de radio Télévision. Anthony Daka, secrétaire général du groupe Diapason. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité d'écoute durant ces 90 minutes d'émission. Le programme se poursuit sur HTV. À la semaine prochaine pour une autre édition de l'éditorial.